Hitler, n'ayant pas plus d'inquiétude du côté américain que du côté russe, décide de mettre fin à ce qu'il appelle la pire monstruosité du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Le territoire allemand avait été coupé en deux en 1919 pour donner à la Pologne un accès à la mer. Hitler fixe la récupération de Danzig et l'invasion de la Pologne au 1er septembre à 5h35. Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre mondiale est tiré sur Danzig. Hitler est confiant. Les Anglais et les Français ne bougeront pas. Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare « Ce sont des vermisseaux. Ils sont incapables de prendre une vraie décision. » Il ajoute « Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig ?» Le 3 septembre 1939, à 11h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmidt, écrira « Il était comme pétrifié, le regard perdu au loin ». Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé. Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur deux fronts. » Mais les dés sont jetés. Hitler lance la Wehrmacht, la force armée de l'Allemagne, sur la Pologne. Une bataille d'un autre âge est alors livrée par les lanciers polonais qui se font massacrer en chargeant les tanks allemands. Paris, gare de l'Est. Beaucoup de ces hommes étaient déjà partis de ces mêmes quais, 25 ans plus tôt, dans un tout autre climat de passion et d'agressivité. En août 1914, ils étaient partis la fleur au fusil. Aujourd'hui, il n'y a ni fleur, ni fusil. Personne n'a envie de la faire, cette nouvelle guerre. Pas même le gouvernement, qui a bien été obligé de gesticuler, mais sans conviction. 4 millions d'hommes sont mobilisés. En septembre 1939, August von Kageneck est encore à l'entraînement pour devenir officier de char. Mon père, qui était général, me disait « Les Français ont 40 divisions à la frontière, nous, 15 divisions. Le reste est en Pologne. 500 000 hommes contre 200 000. Ils sont 2 fois plus forts que nous. » Et les Français, confiants, attaquent le 7 septembre 1939, 4 jours après la déclaration de guerre. Cette offensive, organisée pour montrer à l'opinion que la Pologne n'est pas abandonnée, s'enfonce de 8 km en Sarre. L'armée française, malgré ses héros et sa supériorité numérique, ne bougera plus. Son chef, Maurice Gamelin, 67 ans, a le titre de généralissime, ce qui signifie qu'il commande les forces alliées françaises et britanniques. Car les Français sont plus nombreux que les Anglais, qui eux aussi pensent que cette guerre n'en est pas une et que tout s'arrangera un jour. Gamelin, lui non plus,
ne veut pas recommencer la guerre de 14. Il veut à tout prix éviter une nouvelle hécatombe. Il estime qu'il lui faut 2 ans pour achever le réarmement à l'abri de la ligne Maginot. André Maginot, un ministre de la Défense des années 30, voulait avec cet ensemble de fortifications arrêter pour toujours l'ennemi allemand. Il a fallu 16 ans de travaux, 1,5 million de mètres cubes de béton, 150 000 tonnes d'acier. Ces tourelles d'artillerie, reliées entre elles par un dédale de tunnels dans lesquels 200 000 hommes sont immobilisés, couvrent 500 km de la frontière suisse au Luxembourg. Au bout de la ligne Maginot, la forêt accidentée des Ardennes est jugée par l'état-major français infranchissable par les chars. La ligne Maginot n'a pas été prolongée jusqu'à la mer parce que la Belgique était une alliée de la France avant de se proclamer neutre. Cette partie du front est tenue par une armée française et le corps expéditionnaire britannique qui s'étoffera avec des Canadiens et des contingents de l'Empire. La guerre entre alors dans une phase inédite. Pour les Allemands, elle devient la Sitzkrieg, la guerre assise. Pour les Anglais, The Phony War, la fausse guerre. Pour les Français, la drôle de guerre. Une longue et étrange période d'attente. Surtout pour les femmes. Pour elles, s'ajoute à l'angoisse de la guerre, celle de la survie de leur famille. Le généralissime Gamelin s'attend à une action allemande par la Belgique, comme en 14, par cette plaine ouverte, vers Paris. Gamelin prévoit donc d'affronter les Allemands sur le sol belge. En France, un officier de char déjà remarqué, le colonel de Gaulle, critique cette stratégie qu'il appelle « l'esprit de la ligne Maginot », qui consiste à attendre que les autres fassent quelque chose. Les parachutistes allemands sautent sur la Hollande, à l'avant-garde de 3 millions d'envahisseurs. La Wehrmacht entre en Belgique. C'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit « J'en pleurerai de joie ». Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété: ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer. Rien ne les arrête, sauf leur propre embouteillage. Mais la France est soudain en mauvaise posture.
En 3 jours, les Allemands ont traversé les Ardennes. Ils avancent vers la ligne de résistance française sur la Meuse. Ils cherchent à refermer les tenailles de leur piège. Commencer l'encerclement des Alliés massés en Belgique. Les fantassins allemands bousculent les Français comme s'ils venaient d'un autre monde. Grenade à main. Fusil mitrailleur, manches retroussées. En une journée, la ville est prise. Sedan, la clé des Ardennes, déjà marquée par la défaite de 1870. Mais l'obstacle, pour les Allemands, c'est bien la Meuse. Dans la nuit du 13 au 14 mai, ils apportent des poutrelles pour construire des ponts. Les Français se défendent. Mais au matin, l'artillerie française neutralisée, les sapeurs allemands finissent le pont, galvanisés par leur général, Guderian, un Prussien de 42 ans, grand théoricien des chars, de leur utilisation avec force, audace et rapidité. La Blitzkrieg, la guerre éclair, ne doit pas laisser à l'ennemi le temps de se rétablir. Les chars, suivis par l'infanterie et soutenus par l'aviation, surtout les Stuka. Les Stuka, les bombardiers en piqué, au bruit de sirènes, dont les pilotes surentraînés, insensibles à la pression terrible de la descente, larguent au dernier moment leurs bombes avec une précision mortelle. Le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, affolé, téléphone à Churchill. Le front est percé, la route de Paris est ouverte. Les généraux français sont désemparés. Ils n'ont plus les moyens de réagir. Les forces alliées sont engagées en Belgique. Alors comment arrêter l'avance allemande ? Les chars allemands foncent à travers les villes et les villages du nord de la France. Les Français tentent, courageusement, de ralentir l'avance allemande. Les Allemands brisent les nids de résistance. Le 14 juin 1940 à l'aube, les Allemands entrent dans Paris. La croix gammée, symbole du nazisme, flotte sur Paris. Le tout premier acte de l'occupation, c'est la ruée sur les archives des ministères abandonnés. Liste d'espions, de juifs, de francs-maçons, et même l'original du traité de Versailles, qui avait en 1919 humilié l'Allemagne et qui est aussitôt envoyé à Hitler. Le sort de la France se joue maintenant en 3 journées décisives. Le 16 juin 1940, le Conseil des ministres à Bordeaux met Reynaud en difficulté et il démissionne. Pour lui succéder, le président de la République désigne alors Philippe Pétain comme chef du gouvernement. Place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun, il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Le 22 juin 1940, Hitler arrive à Compiègne, près de Paris.
Il a ordonné une mise en scène implacable pour humilier les vaincus. Il a choisi le wagon dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la défaite de l'Allemagne. La revanche est totale. Toute l'Allemagne fait un triomphe à Hitler. Sa conquête éclair de l'Europe subjugue ses généraux. Il se croit désormais le plus grand chef de guerre de tous les temps, l'égal de Napoléon. Et comme pour l'empereur, personne n'osera plus le contredire. Churchill prononce son discours resté le plus cher dans le cœur des Anglais. The battle of Britain is about to begin. Let us therefore brace ourselves to our duty. La bataille d'Angleterre va commencer. Nous devons rassembler toutes nos forces. If the British Empire Si l'Empire britannique existe encore dans 1000 ans, lasts for 1,000 years, les hommes de ce temps diront men will still say, « Ceux-là ont vécu leur moment le plus glorieux. this was their finest hour. » Et à 3 heures du matin, sans déclaration de guerre, les premiers sapeurs de la Wehrmacht se glissent en territoire russe. Derrière eux, 153 divisions allemandes, mais aussi finlandaises, roumaines, slovaques, hongroises, et même une division franquiste espagnole. « 4 millions d'hommes, avec 600 000 camions, dont une bonne partie provient de l'industrie française, des Berlier ou des Renault. Et 4 000 chars, 7 000 canons. « 3 000 avions. » Dans les premières minutes de l'attaque allemande, 1500 appareils soviétiques sont détruits au sol. Dans les premières heures, 400 autres avions russes sont abattus en vol par les Allemands. Surprise, dépassée, l'armée de l'air soviétique semble rayée du ciel. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 km dans 3 directions. Au nord, l'objectif idéologique, Leningrad, la ville de Lénine, le berceau de la révolution russe, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, l'objectif politique, Moscou, la capitale de Staline. Au sud, l'objectif économique, Kiev et l'Ukraine. La Pravda, le journal officiel du Parti communiste, annonce l'agression fasciste. Mais où est Staline? Il se cache, horriblement déçu et paniqué par les premières nouvelles catastrophiques de la frontière. L'avance des Allemands est foudroyante. Le lieutenant von Kageneck s'enthousiasme. Un spectacle incroyable s'offre à mes yeux. Tout notre régiment de Panzer se déploie. Nos chars, hauts et fiers comme des bateaux, voguent sur une mer jaune de blêmure. Rien ne peut résister au Panzer grenadier à qui a été martelé. Vous allez sauver l'Occident des hordes asiatiques. C'est une croisade moderne contre la puissance des ténèbres, le judéo-bolchevisme. Le Japon va attaquer l'Amérique. À bord du porte-avions Zuikaku, les pilotes sont réveillés à 4 heures du matin. Le commandant Mitsuo Fushida les réunit pour le saké traditionnel à la santé de l'empereur.
Fuchida mène l'attaque sur Pearl Harbor, la grande base navale américaine d'Hawaï, selon le plan audacieux de l'amiral Yamamoto. Yamamoto veut frapper un coup décisif, éliminer cet obstacle dans la conquête japonaise du Pacifique. Fuchida raconte: nous sommes partis vers Pearl Harbor et j'ai crié le mot de code de l'attaque. Tora, Tora, Tora. La surprise est totale. Le caporal des Marines, Earl Nightingale, était à bord du cuirassé Arizona. Il raconte: une explosion secoue le bateau. Une bombe tombe près de moi. Mon lieutenant s'effondre en sang. Le pont est couvert de morts. Le cuirassé se retourne. Je saute à la mer. Sans déclaration de guerre, l'attaque japonaise a fait 2500 morts américains et 1200 blessés. Pour seulement 30 pilotes japonais tués. Ces images vont choquer le peuple américain, qui ne sera plus hostile à l'entrée en guerre des États-Unis. Pourtant, les Japonais n'ont pas débarqué à Hawaï, ni pris Pearl Harbor. Ils ont coulé une partie de la flotte américaine. Mais ce sont des cuirassés, dépassés, parce que le porte-avions est devenu l'arme maîtresse de la guerre navale. Et les 3 porte-avions américains basés à Pearl Harbor n'étaient pas là. Ils étaient tous en mer. Et ils sont intacts. Un vrai miracle. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, s'attendait à une attaque. La tension avec le Japon étant à son comble. Mais qui pouvait imaginer que l'aéronavale nippone puisse frapper à 5000 km de ses bases? Le lendemain, Roosevelt s'adresse au Congrès. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Ce raid américain prouve qu'il faut sécuriser le périmètre de l'expansion japonaise. Leur plan est de prendre Midway, base américaine à mi-chemin du Pacifique, puis débarquer à Pearl Harbor, ce qu'ils auraient dû faire 6 mois plus tôt. L'amiral Yamamoto approche, à la tête de la plus grande escadre jamais réunie. 200 navires de guerre, et surtout, une concentration inégalée de 8 porte-avions transportant près de 600 avions. 5000 fusiliers marins japonais ont été embarqués, de même qu'un peintre, pour immortaliser le fait d'armes. C'est l'escadrille Torpedo 8 qui va frapper la première. L'un de ses pilotes, le lieutenant George Gay, 25 ans, pique au-dessus de la flotte japonaise. Les canons anti-aériens des porte-avions japonais abattent les appareils américains les uns après les autres. George Gay fonce au ras des vagues. Il est abattu. Il se retrouve dans l'eau, miraculeusement indemne. Il voit, à quelques centaines de mètres, l'agitation sur les porte-avions japonais qui s'apprêtent à faire décoller leur deuxième vague d'attaque. Ils n'ont pas terminé les pleins d'essence et de bombes. C'est à ce moment précis
qu'une autre formation de bombardiers américains arrive au-dessus des Japonais. Un coup de chance inouï. Il coule 4 porte-avions japonais. George Gay, toujours dans l'eau, raconte. Je me suis retrouvé au milieu des naufragés japonais et des requins. J'ai vu les avions japonais qui revenaient de leur première attaque sur Midway. Ils cherchaient leur porte-avions, qu'on venait de couler. Alors j'ai vu les pilotes japonais à court d'essence, obligés de se poser sur la mer. Les Américains viennent de perdre un porte-avions, mais les Japonais en ont perdu 4. Cette défaite japonaise, la première, ranime le moral des Alliés. On a repris confiance, dit Churchill. « 6h30. La première vague d'assaut américaine va se heurter aux défenses allemandes d'Omaha Beach. Avec eux, un grand écrivain américain, Ernest Hemingway, correspondant de guerre. Il écrit « Dans la pâleur grise de l'aube, nous avançons vers la terre. L'embarcation de fer ressemble à un cercueil. Des paquets d'eau verte retombent sur les têtes casquées des hommes, serrés épaule contre épaule dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. Un autre reporter de guerre, le photographe Robert Capa, est pris dans cet enfer. Il dit « C'est la plage la plus laide du monde. Nous sommes épuisés par l'eau et par la peur. » Plus de 1000 soldats américains y perdent la vie. La marée monte. Les soldats sont pris au piège, entre la mer et les tirs des blocos allemands. Eisenhower avait préparé un communiqué en cas d'échec. Il avait écrit de sa main « J'avais choisi d'attaquer à cet endroit. Je suis le seul qu'il faut blâmer. » Mais un petit groupe héroïque réussit à grimper sous le feu ennemi et neutralise les canons allemands avec l'aide des chasseurs bombardiers de la Royal Air Force. Pendant ce temps, les Canadiens ont débarqué sur la plage et le matelot Alfred Turnbull, 19 ans, pilote de péniche, dit « Par quel miracle sommes-nous encore en vie? Nous avons passé 3 barrages de mines et la péniche à notre droite vient de sauter. » Nos soldats débarquent. Curieusement, il n'y a pas un tir. Même les villas sur la digue paraissent intactes. C'est irréel. Peu de résistance en effet. Quelques tirs qui n'impressionnent pas les troupes anglaises de la plage à côté. Les quelques défenseurs allemands rescapés des bombardements finissent par se rendre. Les commandos français débarquent à leur tour sur la 5e plage. La plupart étaient passés clandestinement de Bretagne en Angleterre. Ce retour en France est un moment particulièrement émouvant. L'un d'entre eux, Gwenaël Bolloré, 18 ans, raconte. Les premiers chars sont arrivés. J'ai couru derrière. Et tout d'un coup, il y a des civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais puisque nous avions l'uniforme anglais. On a eu juste le temps de leur dire quelque chose en français. Ça les
Pacifique, les avions suicides japonais, qu'ils appellent kamikazes, fondent sur la flotte américaine. Le Japon ne peut accepter l'idée même de la capitulation, des honneurs suprêmes. Les militaires de Tokyo, crispés sur leur pouvoir, sacrifient ce qui reste de leur jeunesse et de leur aviation pour empêcher le débarquement des Américains. Les États-Unis choisissent alors d'éviter ce débarquement, dont ils pensent qu'il va leur coûter 1 million de morts, et déclenchent l'enfer atomique. Les 2 premières bombes nucléaires de l'histoire font en 1 seconde plus de 100 000 victimes et permettent enfin à l'empereur Hirohito de demander la paix sans perdre la face. Il a fallu la bombe atomique pour que les soldats et les officiers japonais acceptent de faire ce geste, si contraire au Bushido, le code de l'honneur.